m'appelle Mariana Mejia, je vais vous présenter aujourd'hui le biomimétisme et son potentiel. Solution soutenable à partir des matériaux et des structures de la nature. Selon les estimations, la vie est apparue il y a plus de 3,5 milliards d'années, provenant d'une géodiversité intérieure de plus de 700 millions d'années. Et aujourd'hui, on a 1,7 million d'espèces continentales qui ont été décrites et 3000 espèces océaniques recensées. Ce chiffre, c'est la partie connue par l'homme, mais elle ne représente pas toutes les espèces qui existent dans notre planète. L'espèce humaine, quant à elle, a, en fonction des époques, modifié son rapport avec la nature. Au fur et à mesure, il semblerait qu'on se soit éloigné, qu'on ait développé un rapport anthropocentré au monde du vivant. Aujourd'hui, grâce aux sciences technologiques, on peut mieux étudier la nature, mieux comprendre la complexité des systèmes, des interactions, des structures, des pratiques qui sont présentes dans la nature, et ainsi, du coup, s'en inspirer et changer nos façons de faire pour aller vers des systèmes qui seraient plus durables, plus responsables et résilients. Il est question du coup d'innovation à tous les niveaux de la société, mais dans ces cas, il est question d'innovation biomimétique. Le biomimétisme, c'est une démarche d'innovation qui fait appel au transfert et à l'adaptation des principes et stratégies élaborées par les organismes vivants et les écosystèmes afin de produire des biens et des services de manière durable et de rendre les sociétés humaines compatibles avec la biosphère. Cette approche peut prendre de formes diverses, mais il est souvent décrit par deux méthodes, la méthode top-down et la méthode bottom-up. Alors, respectivement, soit il y a une volonté explicite de trouver un matériel ou un mécanisme adapté à résoudre un problème ou une question, soit par hasard, lors d'une recherche quelconque, sont découvertes des propriétés insoupçonnées qui pourraient résoudre un problème dans un tout autre domaine que celui de la recherche de base. Pour donner de la visibilité à ce type d'innovation, j'ai décidé de me poser la question suivante et de donner du coup dans cette présentation un avant-goût sur le potentiel de cette approche biomimétique. La question est: qu'est-ce que l'étude des cas relevant de l'innovation environnementale par une approche biomimétique peut nous apprendre sur les besoins et les apports de cette approche aujourd'hui? On traitera l'un des secteurs le plus polluants de nos jours, le secteur de la construction, et ceci, on le fera en deux parties. Ces parties visent à aborder les moyens que les espèces animales ou végétales ont pour reproduire les matériaux spécifiques ou pour concevoir des structures qui sont parfois surprenantes. Du coup, on va commencer par les habitats de la construction à l'éclairage. On va étudier les différentes stratégies des régulations thermiques et des contrôles des aléas qui existent. Dans ces cas, on va juste traiter deux cas de figure, deux exemples qui correspondent à la capacité de la nature à réguler la température et à la libération d'humidité. Du coup, la première image correspond à une termitière coupée à moitié. En raison de l'alimentation principalement composée des champignons des termites, ils utilisent un système de ventilation par des galeries et des canaux froids et chauds qu'ils ouvrent et ferment tout au long de la journée constamment pour maintenir une température constante au centre de la termitière de 30,5 degrés Celsius et pouvoir cultiver ces champignons dont ils se nourrissent. En sachant que les termites, ils habitent dans des endroits où les températures varient entre 40 et 0 degrés Celsius. C'est quelque chose d'assez surprenant. Du coup, dans la capitale du Zimbabwe, il y a eu déjà un bâtiment qui s'est inspiré de ces bâtisses qui sont les termites. Il s'appelle Listgate Building et c'est un centre commercial de plus de 30 000 m² qui n'a pas de climatisation artificielle. Ce bâtiment peut conserver une température stable en utilisant environ 90% moins d'énergie et du coup en faisant des énormes économies d'énergie. Eux, ils ont constaté 3,5 millions de dollars d'économies d'énergie dans les 5 premières années, ce qui est assez incroyable.
Si on passe à la deuxième image, c'est une pomme de pin. Les pommes de pin sont structurées avec des écailles qui referment des graines dans son intérieur et tout ceci attaché à un tronc. La capacité réversible des écailles à s'ouvrir et à se refermer en fonction des conditions climatiques donne du coup beaucoup plus de chances aux graines de germer. C'est en fait la courbature naturelle créée par l'assemblage d'un matériau hydroréactif qui se gonfle avec l'humidité dans la face antérieure de l'écaille et un matériel beaucoup plus solide à l'extérieur, ce qui permet cette particularité. Ceci est très intéressante dans le secteur de la construction, dans la régulation de l'humidité, parce que ce mécanisme n'emploie pas de source énergétique externe et du coup peut produire des grandes économies d'énergie. En plus, ces matériaux sont souvent composés des fibres végétales qui sont facilement recyclables et compostables et qui se trouvent abondamment partout dans notre planète. On va continuer du coup. Procédé économie matériaux optimisés, on va parler du verre, de la fabrication à la maintenance. On parlera du coup de 2 mécanismes pour réduire la consommation des énergies lors de la production du verre, ainsi pour réduire les produits chimiques nécessaires à la maintenance du verre, du superficie en verre. Du coup, on va commencer par la première image. La fabrication du verre traditionnel implique pour nous actuellement de fondre le sable mélangé à d'autres ingrédients entre 1300 et 1550 degrés Celsius, c'est un processus qui produit du CO2, en plus qui consomme énormément d'énergie. Et on va du coup à la première image, c'est des algues microscopiques qui s'appellent les diatomées. Ceux-ci abondent dans le plancton marin et pour se protéger, ces petits organismes produisent une coquille en verre. Puisque la nature travaille en profitant des ressources abondantes sur place, les diatomées fabriquent leurs coquilles en verre à température et à pression ambiante et en prenant le silice présent dans l'eau de mer. Maintenant, grâce aux recherches sur les microalgues, nous pouvons faire de la chimie verte et on peut lier les molécules des silices entre elles pour créer une solution liquide qui deviendra de plus en plus visqueuse et ainsi produire du verre sans avoir à utiliser des hautes températures. Tout ce processus du verre à différents stades de la matière permet de donner de nombreuses caractéristiques aux matériaux. Il permet la création des matériaux composites comme le verre auto-nettoyant, des matériaux hybrides comme la fibre de verre ou de matériaux texturisés comme les revêtements opaques des vitres. Enfin, il y a de nombreuses utilisations à cette innovation. On continue avec la prochaine image. Le verre auto-nettoyant avec le lotus. En fait, le lotus a une propriété auto-nettoyant qui permet d'éviter la moisissure puisqu'il se développe dans des milieux très humides et de nettoyer la poussière et la saleté dans la surface des feuilles pour ainsi faire une meilleure photosynthèse. Si nous regardons le lotus à une échelle millimétrique, à une échelle du millimètre de micromètre, il est composé des collines rugueuses qui, à l'échelle du nanomètre, possèdent des petits cristaux de cire. Cette double rugosité produit chez le lotus une super hydrophobie. Et du coup, les gouttes d'eau ne s'adaptent pas à cette superficie-là, mais l'air est piégé entre la superficie de la feuille et l'eau. Et cette propriété hydrophobe a des applications infinies, non seulement contre la saleté, mais aussi contre la boue, contre le givre, contre les champignons, contre les bactéries. Enfin bref, c'est quelque chose d'incroyable. Pour conclure, le biomimétisme, c'est un domaine d'études très très large qui a besoin de développer certains aspects pour élargir son potentiel.
C'est un domaine avec des possibilités de complémentarité interdisciplinarité incroyables, mais il a besoin d'une visualisation beaucoup plus importante. L'intégration d'une approche biomimétique dans les cursus des plus jeunes élèves et une recherche beaucoup plus poussée dans ce domaine pourrait à terme aider à protéger la biodiversité comme un réservoir à idées. J'espère que vous avez aimé la présentation et que ceci vous a inspiré à adopter cette approche biomimétique ou à introduire ce sujet dans les cursus de demain. Merci.